sphère médiatique où elle a fait de grandes boîtes telles que Canal Plus Afrique, mais également des médias locaux tels que ITV, mais également iRadio. Elle est également entrepreneur, notamment par son agence intitulée La Plateforme, où elle accompagne des ONG, mais également de grandes boîtes dans leur stratégie de communication. Donc, Madame Ba, les élites sénégalaises ne se sont pas trompées de vous avoir convié parce que vous êtes experte en la matière. Vous avez également été confrontée peut-être dans cette dualité, dans cette scène-là où vous êtes dans des environnements dominés essentiellement par des hommes. Du coup, peut-être que j'ai un peu écorché votre biographie. Je vais vous donner l'occasion de rebondir sur ça un peu plus afin de nous apporter un peu plus de, je veux dire un peu plus de sel et de sucre peut-être dans votre biographie, puisque en fait vous connaissez beaucoup mieux que moi. Ouais. Oui, non, Khady, tu as fait un excellent travail. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir aussi bien présenté. C'est, comme je dis, c'est un honneur. Sur quoi est-ce que je peux revenir? Juste peut-être préciser certaines choses. Experte en communication. J'aime pas beaucoup le mot expert parce que dès qu'on entend expert, on pense que, voilà, qu'on se prend pour... en fait, c'est pas ça. Oui, non, à la base, je suis donc journaliste. J'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait mon lycée ici à Dakar. Ensuite, j'ai étudié au Canada. À partir de 2009, je suis allée au Canada où j'ai fait 10 ans. J'ai fait une licence en sciences politiques d'abord. Ensuite, je me suis spécialisée en journalisme et animation télé. Et donc, après avoir travaillé un peu au Canada dans une radio communautaire qu'on appelle Rock Radio, avoir fait des stages à Radio-Canada, j'ai décidé de faire le grand retour après 10 ans en Afrique. C'était donc en fin 2018, où j'ai intégré directement donc, la boîte E-Media SN, où j'ai fait 5 ans en tant que journaliste. Je me suis spécialisée en relations internationales et affaires étrangères. J'ai été aussi présentatrice de la matinale de la chaîne ITV qui fait partie donc du groupe E-Media SN avec la radio iRadio où donc je présentais le journal international. Quoi d'autre? Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que je jonglais donc entre ITV et Canal+, où j'étais aussi chroniqueuse pendant 4 ans, donc au même moment, du talk show panafricain, le premier talk show panafricain, 100% panafricain, qui réunissait des femmes africaines de plusieurs pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Congo. Donc j'étais chroniqueuse, le talk show s'appelle Le Cœur des femmes. Il a duré 5 ans, moi j'y ai participé pendant 4 ans. Et donc c'est ça, à côté de ça, j'ai continué à présenter, modérer des événements, des conférences, voilà, tout ce genre de choses, parce que c'est aussi ma passion. Je dis souvent que c'est le micro, ma passion, en fait. Donc, là où il me trouve, j'exerce cette passion-là, que ce soit derrière un écran de télé, derrière un écran de radio, sur scène, devant un auditorium, etc. C'est vraiment le micro, la star, pour moi. et c'est ça ma passion. Je pense que pour mon parcours, c'est ça. Peut-être rajouter parce que le volet entrepreneurial est aussi très, très important. Et la plateforme, qui est donc devenue une agence de communication, qui était donc à l'époque, quand je me trouvais au Canada, à Montréal, d'abord bon, à l'époque, maintenant on les appelle des podcasts. Les podcasts sont très populaires aujourd'hui. Il y en a énormément. À l'époque, on n'appelait pas ça podcast, on appelait ça web émission. Donc, avant l'avènement des podcasts, j'avais cette web émission-là au Canada. En rentrant au Sénégal, bien sûr, le temps manquait pour continuer dans ça avec jongler entre les deux responsabilités, que ce soit à E-Media SN ou à Canal Plus Afrique, sans compter les conférences, les événements. J'ai dû mettre un peu de côté cela, que j'ai repris et que donc j'ai transformé ensuite cette année en 2025 en agence de communication. Et le podcast a donc repris. Il s'appelle La Plateforme et il est actuellement sur YouTube. Et c'est ce qui me prend le clair de mon temps aujourd'hui si on met de côté toutes les présentations, etc. Donc voilà, une entrepreneur, une journaliste transformée en entrepreneur. Voilà.
C'est beaucoup de casquettes, ça, machallah. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de casquettes, de pouvoir jongler entre ces voilà, nombreuses casquettes? Est-ce que vous n'avez pas parfois le syndrome de l'imposteur, comme par exemple, parce que nous, les femmes, on doute souvent de nos capacités. Comment est-ce que vous faites avec tout ça? Alors, vous connaissez sûrement la phrase qui va faire très cliché, hein, mais des fois les clichés marchent. Il faut les utiliser de temps en temps quand ça marche. La phrase qui dit que quand on choisit un métier qui nous passionne, on a choisi un métier qui vous passionne et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour dans votre vie. Alors, cette phrase me parle énormément parce que quand je parle un peu de ce que je fais, c'est vrai que autour de moi, les réactions sont beaucoup, mais comment faire tout ça? Alors que personnellement, pendant des années, je ne l'ai pas senti en fait. Je ne l'ai pas senti tout simplement pas parce que je suis superwoman ou quoi que ce soit, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je suis comme tout le monde, mais plus parce que ça me passionne tellement disons que j'ai tellement ce truc de m'amuser au travail, m'amuser derrière une émission tout en le prenant vraiment au sérieux, en faisant le travail sérieusement, mais ça reste ma passion, donc j'aime tellement le faire que quand je le fais, je ne le sens pas. Donc j'imagine que ça a beaucoup aidé. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai qu'il faut de la balance. C'est vrai qu'il faut comprendre que professionnellement, c'est important, mais qu'il faut jongler aussi avec les autres challenges de la vie. Ça, c'est très, très important. Après, à chacun sa balance, chacun le gère à sa manière. Vous avez parlé du syndrome de l'imposteur que moi, je trouve très intéressant et je pense qu'effectivement, beaucoup de femmes l'ont. Beaucoup de femmes intérieurement ont cette petite voix qui dit pourquoi moi je devrais occuper telle position ou faire telle position, etc. C'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui est un peu préconditionné chez nous. Et je pense que la meilleure manière, en fait, de s'en débarrasser, c'est juste de ne pas y penser. On a cette habitude de trop penser, et quand on pense trop à le pourquoi du comment, c'est là qu'on commence à se mettre des limites. Mais quand on fait les choses naturellement, parce que ça nous passionne, là, on pense même plus aux limites. On le fait et un jour, on se retourne et on se dit, ah quand même, j'en ai parcouru des choses, j'en ai fait des choses, mais on reste pas là tous les jours à se dire, oh j'ai fait ci, c'est tellement grand. Non, il faut garder les pieds sur terre, garder l'humilité surtout et se dire que on peut faire, il y a tellement de choses à faire que voilà, continuer à faire et le faire avec passion et avec concentration. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est une explication plausible, d'autant plus que voilà, porter de nombreuses casquettes à la fois, c'est pas facile, surtout en raison de ce contexte sociétal au Sénégal où il y a pas mal de jugements sur une femme qui a beaucoup de casquettes, qui passe pas beaucoup de temps à la maison. Voilà, vite fait, il y a pas mal d'étiquettes qu'on te colle. C'est d'ailleurs pourquoi on a ce thème d'aujourd'hui-là qui est Oser diriger les femmes à la conquête du leadership. Donc, dans ce thème-là, on va essayer un peu peut-être de cerner ce qu'est déjà le leadership féminin, ce qui est dirigé en tant que femme, mais également essayer de déconstruire ces barrières-là qui empêchent les femmes de s'affirmer en tant que leader authentique. Donc, peut-être je vais rebondir un peu parce que vous nous avez parlé de votre parcours en tant que journaliste, en tant que chroniqueuse, avec nombreuses de ces casquettes-là du Canada au Sénégal. Parmi ces expériences-là, quelle est peut-être l'expérience qui a le plus façonné votre leadership aujourd'hui? Quelle est l'expérience qui fait de vous, Madame Sophia Abba, que tout le monde connaît, que tout le monde admire aujourd'hui? Oh, waouh! Ah, quelle question piège, Freddy. Parce que ce serait, pourquoi question piège? Parce que ce serait difficile de choisir une seule chose, en fait. Je vais plutôt parler de cette transition-là, peut-être, qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, travailler au Canada, travailler au Sénégal, c'est différent. Il y a des différences. Il y a beaucoup de différences, surtout en tant que femme. Et l'apprentissage, en fait, être rentré et observer et accepter d'apprendre, en fait. Accepter de savoir qu'on ne sait pas tout. Accepter d'apprendre pour ensuite appliquer ce qu'on a appris à notre sauce. Et ça revient avec ce truc de leadership féminin. Pour moi, le leadership féminin, ce n'est rien d'autre que d'apporter notre propre touche
en tant que femme, en tant que qui on est, au leadership qui est déjà là. D'accord? C'est-à-dire que chacun a une manière de faire et ne pas avoir peur d'apporter sa touche, c'est-à-dire qu'est-ce qui te rend toi, toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Du talent, il y en a partout. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec, et de continuer d'ailleurs à travailler avec des femmes tellement talentueuses autour de moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chacune a sa touche. Quand je prends le plateau du cœur des femmes, je peux vous dire que on était à chaque fois 5 à 7 femmes sur le plateau et chacune apportait quelque chose. Certaines apportaient ce qu'on appelle ce côté humoristique aux analyses que tout le monde adorait. Certaines, il y en a une qui apportait la réflexion profonde. Il y en a une autre qui apportait tout ce qui est finance, parce que c'est une experte en finance, éducation financière, mais qui nous le faisait dans une touche qu'on peut comprendre, c'est-à-dire avec les cultures africaines, etc. Donc, pour moi, le secret, c'est juste de découvrir. Il y a 2 secrets pour moi dans le leadership féminin. Découvrir et ne pas avoir peur de ce qui te rend toi, et sans essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que tu ne peux pas exceller en étant quelqu'un d'autre. Je reviens avec un autre cliché, mais un cliché qui marche. C'est-à-dire, tu ne peux exceller qu'en étant toi, parce que c'est ce qui te vient le plus naturellement du monde. Et quand c'est pas naturel, quand tu essayes d'émuler, moi, j'ai des références. J'ai des gens que je regarde, que j'admire beaucoup. Comme je vous ai dit, mes collègues, je les ai beaucoup admirés et tout. Mais ces références-là, je ne serai jamais elles. Il faut savoir en toi qu'est-ce qui te rend toi et ne pas avoir peur de l'amener au devant de la scène. Et ensuite, c'est la générosité. Pour moi, le leadership, c'est la générosité. Pourquoi la générosité? Parce qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui veut que tout le monde forcément se plie à ses règles. Non, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter tout le monde, d'apprendre de tout le monde et de faire une symbiose. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour casser les idées des gens, tu es là pour écouter les idées des gens et de trouver la parfaite harmonie dans un groupe. Quand tu es cette personne qui trouve cette harmonie dans un groupe, naturellement, les gens gravitent vers toi. Et ça, c'est une générosité parce que souvent, on a tendance à avoir cette mentalité de... Je ne sais pas si vous connaissez l'analogie du crabe. L'analogie du crabe dans une bassine, c'est que quand il y a plusieurs crabes dans une bassine et qu'il y en a un qui essaie de s'échapper, les autres le l'attrapent pour l'empêcher de sortir. Et souvent, malheureusement, pour beaucoup de raisons, il y a cette grande écrivaine nigériane qui s'appelle Chimamanda qui l'a dit. Il a dit qu'on a été programmés, nous les femmes, à se mettre en compétition, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans la vie privée, dans la vie sociale, etc. Il faut déconstruire tout ça et trouver le empowerment, trouver le pouvoir de voir une constellation et de voir l'autre comme une étoile qui brille. Et tu peux admirer cette brillance sans que ça n'enlève toi ta brillance en tant qu'étoile. Et c'est cette mentalité-là qui fait que finalement, on a une constellation de femmes, là, j'insiste sur les femmes parce que vous parlez de leadership féminin, de femmes qui font beaucoup de lumière et qui avancent ensemble tout simplement. Et quand tu es cette personne qui arrive à faire cette symbiose-là, les gens gravitent vers toi naturellement, sans que tu le cherches. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. En fait, c'est une réponse tellement pertinente dans le sens où vous avez en fait touché beaucoup de parties de leadership parce que vous avez parlé de la notion de servant leadership, un leader qui est généreux, quelqu'un vraiment qui est empathique, qui se met aussi à la place de ceux et celles qu'il dirige, mais également cet aspect aussi de déconstruire cette partie où il y a les femmes qui sont en compétition. Je crois dans toutes les industries qu'on a, que ce soit les industries de beauté, on essaie d'être en compétition pour être plus belle dans les entreprises. On essaie. Du coup, cette mentalité, comme vous l'avez si bien mentionné, de crabe, où on est en train d'empêcher les autres de briller sous prétexte d'avoir plus de lumière sur nous. Et à la fin, ça risque véritablement d'empêcher que aucune d'entre nous ait la lumière. Et la force de la féminité réside plutôt dans ce qu'on appelle le regroupement, qu'on puisse se regrouper, qu'on puisse agir ensemble, qu'on puisse adhérer à certaines normes, mais également une certaine vision qui va pouvoir nous propulser. Donc, c'est une excellente réponse, vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Du coup, peut-être que
Parce que quand on parle de réussite, bien évidemment, on va parler de défis. Vous avez rencontré pas mal de défis que vous avez dû surmonter, surtout une femme qui aspire à être une leader intercontinentale, qui est déjà sur le plan national, machallah, mais le leader intercontinental. Quels sont les obstacles que vous avez dû peut-être surmonter pour en arriver là? Et que je continue de surmonter, parce qu'on en surmonte tous. Tout à fait. Ah, les défis et les obstacles. Le premier défi, je vais dire, c'est soi-même. C'est tellement facile de se bloquer soi-même. Je vais essayer d'expliquer ça. Se bloquer soi-même par rapport à ses pensées. Moi, je suis de cet avis qu'on se met nos propres limites. On se met nos propres limites en intériorisant certaines choses qu'on ne devrait pas intérioriser. Ça s'appelle de la déconstruction. Tout à l'heure, j'ai parlé de déconstruction dans cette mentalité de se voir déjà entre femmes comme des rivales nées, tout simplement par essence, mais une déconstruction personnelle aussi à faire. Les attentes des autres ne sont pas forcément alignées avec nous, ce qu'on veut faire. Mais on intériorise souvent ces attentes-là alors qu'on ne devrait pas. Pour moi, on devrait se parler d'une manière un peu plus saine. Quand tu te réveilles le matin et que tu as une certaine liste de choses à faire, on va sûrement retrouver dans ces choses-là des responsabilités familiales, des responsabilités sociales et des responsabilités professionnelles. Maintenant, dans cette liste-là, à partir du moment où toi, tu fais de ton mieux, comme on dit, nit nit kessela, n'est-ce pas? À partir du moment où toi, à la fin de la journée, tu as fait de ton mieux par rapport à toutes ces responsabilités-là, il faut s'apaiser, il faut se féliciter pour ces petites victoires. Et pour ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, se promettre d'essayer de le faire demain. Mais souvent, c'est pas ça qu'on fait. Souvent, on s'auto-flagelle énormément par rapport à toutes ces responsabilités qu'on a. Et la société ne nous aide pas, ça c'est sûr. Mais là, je veux emmener dans une dynamique de ne pas forcément blâmer la société parce que ça commence par soi-même. C'est nous. On aime bien dire oui, la société, mais c'est qui fait la société à part nous? C'est nous. Donc, si on veut que les choses changent, ça doit commencer par nous. C'est des petites batailles de tous les jours. Et c'est ensuite essayer de transmettre cette déconstruction-là aux nouvelles générations qui arrivent. Et ensuite, les conditionner à d'autres choses. Voir qu'il y a certains conditionnements qui sont peut-être nocifs pour nous, les changer d'abord en nous et ensuite les transmettre. Donc, quand je parle de ces déconstructions-là, c'est ça. Tout le monde a beaucoup de casquettes. Moi, je pense que surtout les femmes portent énormément de casquettes. Et on se doit, en fait, d'être aimable avec nous-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De savoir que on a fait de notre mieux. Après, si tu es honnête avec toi-même, tu peux te regarder à la fin de la journée, voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, c'est une chose. Mais ensuite se dire, est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Et être honnête avec soi. Si la réponse est oui, tu peux dormir tranquille. Si la réponse est non, tu es forcé de faire mieux demain, dans toutes ces responsabilités que tu as. Mais vraiment, ça commence par nous-mêmes. Ça commence par la manière dont on se traite nous-mêmes. Et quand on se traitera mieux nous-mêmes, ça va se refléter. Parce qu'on est un miroir. Si tu as l'impression que les autres ne te traitent pas forcément de la bonne manière, regarde en toi, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, les choses se répètent en fait. Et je ne parle pas de, bien sûr, on va rencontrer tout type de personnes dans nos vies. Il y a des personnes qui sont naturellement toxiques. Mais quand tu es déjà prêt à faire la différence, parce que tu as déjà fait ce travail interne, ça va être facile d'éliminer cette toxicité de ta vie. Tu la multiplies par 0, comme on dit, et puis tu avances. Mais le fond du travail, pour moi, il commence par soi. Il commence par la manière dont on se parle, la manière dont on se traite, la manière dont on prend soin de soi mentalement, physiquement, émotionnellement, etc. Et c'est ça qui se reflète, en fait, autour de nous, tout simplement. Tu ne peux pas, toi, tous les jours, te traiter d'une manière
et que finalement, ça ne se reflète pas dans ton environnement. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va finir par se refléter dans ton environnement. Parce que quand tout le monde autour de toi voit la manière dont toi tu te traites, ça s'aligne en fait. Et la manière dont tu traites les autres aussi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité, avec beaucoup de la manière dont tu te traites toi, les autres, ça doit être la manière dont tu aimerais qu'on te traite. Et ça fait un effet miroir parce que tout simplement, c'est la loi de l'univers. Donc, le plus gros challenge commence par soi-même, pour moi. Tout à fait. Donc là, vous avez soulevé un concept intéressant, c'est la loi de l'univers, c'est la loi de l'attraction, parce que comme Jen Sincero elle disait, the world is made of energy. All energy vibrate at a certain frequency, which means you are vibrating at a certain frequency. Things you want or don't want are also vibrating at a certain frequency. Like attracts like. Donc, le monde est fait d'énergie, toute énergie vibre à une certaine fréquence, ce qui veut dire que toi, tu vibres à une certaine fréquence et moi aussi, je vibre à une certaine fréquence et tout ce qu'on désire aussi et qu'on ne désire pas vibre à une certaine fréquence. Et toute fréquence qui se ressemble s'attire, tout simplement. Donc, dans le sens où vous avez soulevé cette question de be kind to yourself, soit une personne véritablement qui se dit de bonnes choses, qui se lève, you say, I'm a wonderful woman, je suis une personne extraordinaire, qui se dit des choses qui renforcent son mental, parce qu'au Sénégal, comme vous l'avez mentionné, c'est une société de préjugés, où les femmes, on est toujours sur un cuisinière quatre feux, où on passe au lynchage quotidien, excusez-moi des termes, mais c'est dans ce sens-là, il va falloir faire ce travail-là d'introspection où on se parle, où véritablement on cherche à changer son paradigme de telle façon que ça va se refléter à l'extérieur. Si on se traite mal, les autres vont nous utiliser comme un mouchoir à jeter. Si on se traite bien, les gens, ils vont voir, OK, cette personne-là, elle a une image d'elle-même. Peut-être au début, ils vont se dire, OK, she has a very inflated self-worth, mais après, ils vont se dire, ah, mais cette femme-là, elle s'entretient, cette femme-là, c'est une femme avec qui nous, on a envie de traiter. Donc, c'est un point excellent que vous venez de soulever. Et est-ce que je peux ajouter quelque chose très rapidement? Oui, why not? Parce que ce que tu as dit, déjà, tu as super bien résumé le tout avec les énergies. Moi, je suis une personne, vous demandez à tout le monde, je suis tout le temps en train de parler d'énergie. Je fatigue les gens avec ça. Parce que je pense que tout est énergie, forcément. Quand tu rentres dans une pièce avec la bonne énergie, et on ne le fait pas tous les jours. Moi-même, ça m'arrive. Hein. Des fois, I have bad energy. Ça m'arrive, tu vois. Mais je m'efforce à me dire, en fait, c'est toi. C'est toi qui as amené cette énergie-là. Mais si tu viens avec la bonne énergie, regarde comment tout autour de toi change tout d'un coup, tu vois. On a tellement cette possibilité-là. Et je veux rajouter sur la chose intéressante que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que peut-être au début, les gens vont prendre ça pour de l'arrogance et tout. Mais en fait, la clé avec ça, c'est que de la même manière que toi, tu vas te traiter, c'est comme ça que tu vas traiter les autres. En fait, c'est ça qui fait que c'est pas comme si toi, tu te mettais là et que tu mettais les autres. Non, tu mets tout le monde à ce niveau parce que tu comprends que l'être humain, en fait, est tellement précieux que le niveau auquel toi, tu te mets en termes d'énergie, en termes de... Tu mets les autres à ce niveau, tu les fais graviter à ce niveau-là. Et après, c'est une question de sélection naturelle. Les gens qui ne gravitent pas là, forcément, tu vas voir que petit à petit, naturellement, ils vont s'éloigner de ta vie parce que c'est pas possible. Des gens qui ne gravitent pas au même stade ne peuvent pas faire long feu ensemble. C'est impossible. Comme on dit, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Exactement. Tout simplement. Ouais. Alors, vraiment, c'est une pertinente intervention. Alors, donc, au-delà de votre expérience peut-être personnelle ou professionnelle, dans le contexte sénégalais et africain, quels ont été ou bien quels sont les préjugés que vous continuez à voir qui sont en train de freiner le leadership féminin actuellement? Alors, les préjugés qui freinent le leadership féminin actuellement au Sénégal. Tu as parlé de syndrome de l'imposteur et je pense que c'est très réel. Je pense qu'il y en a certaines qui n'osent pas forcément, qui veulent. Je ne parle pas de... Parce que le monde est fait de tout type de personnes. Tout le monde n'a pas besoin d'être au devant de la scène, de se voir comme leader, etc. Je parle vraiment de celles qui le veulent, mais qui ne le font pas. Par peur,
par contrainte qu'elles pensent qu'elles ont, etc., par un mauvais entourage, parce que aussi il faut bien s'entourer. C'est là que je parle d'énergie qui élimine en fait la toxicité autour. Faut vraiment bien s'entourer pour pouvoir atteindre son plein potentiel. Et le travail interne doit être là. Pour moi, on n'est pas sans savoir qu'on est dans une société qui demande énormément aux femmes. Comme on l'a dit, les hommes aussi ont leur challenge. Hein. Les hommes ont leur challenge de tous les jours. Et les femmes portent énormément de casquettes aussi. Et ça peut être difficile de trouver cette balance-là. Mais encore une fois, le travail commence intérieurement. Avant de changer son extérieur, il faut que le travail commence intérieurement. Il faut qu'on se sépare du syndrome de l'imposteur. En fait, il faut qu'on enlève cette chose-là qui fait que celles qui veulent encore, je le dis, incarner ce leadership féminin-là, qu'elles identifient réellement qu'est-ce qui les bloque. Qu'est-ce qui les bloque à atteindre leur plein potentiel. Et faire le travail sur ça, en fait. Comme j'ai dit, je ne suis pas dans une dynamique de toujours blâmer la société. Pour moi, la société, c'est nous. Quand tu dis la société, en fait, ce que tu reproches à la société, quand tu regardes vraiment au fond, c'est en toi. C'est à toi que tu le reproches. Donc, il faut que ça commence par toi. Si tu veux que la société soit un peu plus, un peu moins exigeante par rapport à la femme, commence par être moins exigeante par rapport à toi-même. Tout simplement. Commence à, comme j'ai dit, te dire, écoute, j'ai beaucoup de casquettes, j'ai beaucoup de responsabilités et je fais du mieux que je peux pour atteindre mon plein potentiel. Ce que je vais faire, je vais le faire bien. Que ce soit m'occuper de la maison, que ce soit aller faire un bon travail à mon travail aujourd'hui, que ce soit être une bonne épouse, être une bonne fille, être une bonne soeur, etc. Je vais faire du mieux que je peux en sachant que personne n'est parfait et je vais allouer un temps à chacune de ces choses-là. On n'est pas des super-héros ici, ok? On est des femmes avec beaucoup de potentiel qui cherchent à atteindre tout simplement le maximum de leur potentiel. Et ça peut prendre du temps, mais tant qu'on s'y allait tous les jours, le changement va venir. On a cette possibilité de changer les choses, mais c'est en nous. Il est temps qu'on regarde nous-mêmes en nous et autour de nous, c'est-à-dire nos sœurs, nos cousines, nos filles, etc. Est-ce que nous, ce que la société, entre guillemets, impose, est-ce que nous, on se retrouve à l'imposer aussi aux femmes autour de nous? Il y a un problème. Parce que nous, on dit que non, que c'est trop, mais on se retrouve à l'imposer aussi, à vouloir l'imposer aux femmes autour de nous. Alors que si on prend un moment et qu'on s'arrête de faire ça, on va commencer à voir l'évolution. Tout simplement. Donc, pour moi, les obstacles, ils sont là. On peut parler d'obstacles socioculturels, on peut parler de beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est beaucoup plus effectif de commencer par nous-mêmes et de voir comment on se traite déjà entre nous. J'entends beaucoup ce dicton qui dit que le premier ennemi de la femme, c'est la femme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas ça, tout simplement? Arrêterait d'être l'ennemi nous-mêmes, nos propres ennemis, et commencer à nous traiter nous-mêmes d'une certaine manière. On verra que nos chers compagnons, nos chers partenaires aussi le feront, tout simplement. Tout simplement, vous avez mentionné un concept de réciprocité dans le sens où, par exemple, en tant que femme, nous voyons même dans des activités, que ce soit aussi dans des initiatives qui ont été propulsées par des femmes. La majeure partie des premiers opposants de ces initiatives-là, ce sont des femmes qui critiquent, d'autant plus qu'une fois qu'une femme aspire à être leader dans son entourage, ça commence à dire, OK, elle est arrogante, elle est autoritaire, elle n'aura pas de mari, c'est une femme donc il y a pas mal de ces préjugés là qui sont en fait sur le dos de cette femme là et pour la majeure partie comment ça s'appelle du temps c'est des femmes qui véhiculent ces rumeurs là dans le quartier et tout. Ah, telle femme c'est une féministe, c'est sûr que voilà elle est avec d'autres femmes ou quelque chose comme ça. Donc il y a pas mal de préjugés que nous femmes nous-mêmes on s'inflige. Mais également, au-delà de ce cadre peut-être socioculturel, parce qu'avec cette conjoncture, avec ce nouveau gouvernement,
on voit, est-ce qu'actuellement, au XXIe siècle, au Sénégal, on peut dire que le Sénégal, c'est un pays où on peut facilement s'imposer en tant que femme leader, parce qu'on peut voir le gouvernement, on peut voir aussi des instances de décision publique où, par exemple, il y a peu de femmes et il y a pas mal de décisions sur lesquelles véritablement la population devrait se prononcer peut-être et qui concernent les femmes. Et malheureusement, ce sont des hommes qui sont à la table de décision, qui décident pour nous et après, nous, on en subit les conséquences. Ces questions-là sont notamment des questions sur l'avortement, des questions sur le viol, des questions sur pas mal de thématiques qui doivent être peut-être décidées par des femmes, mais qui, par manque peut-être de leader féminin dans les instances de décision publique, se retrouvent être prises par des hommes à la place des femmes. Qu'en pensez-vous? Waouh! Ça, c'est une chose que ça me rappelle en fait un plateau dans lequel j'étais où je parlais justement de ce manque, malheureusement, ce manque de femmes. On l'a vu déjà dans le premier gouvernement qui a été formé sous justement cette ère d'alternance. Hein. Et j'en parlais et je me posais la question, y a-t-il pas... Parce que moi, je ne suis pas dans le business. On le condamne, hein. On le condamne, le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les instances de prise de décision. Pourtant, il y a des femmes très brillantes au Sénégal. Elles sont là, elles sont brillantes politiquement, elles sont brillantes intellectuellement, elles sont brillantes dans beaucoup de différents domaines. J'aimerais juste préciser, parce que quand on revendique cela, on a l'impression qu'on parle juste du fait qu'il faut mettre une femme parce qu'il faut mettre une femme. Non, il faut mettre des femmes compétentes, parce qu'il y en a. Pas parce que juste faut choisir une femme. On voit que l'appel va prendre fin dans 15 minutes. J'imagine qu'on va le muter dans le deuxième après. Donc, je vais juste terminer sur ça. Quand moi, je parle de mettre plus de femmes dans les instances de prise de décision, je parle de femmes compétentes parce que j'en connais. J'en connais énormément qui devraient y être. Maintenant, ça, c'est comme j'ai dit, c'est une déconstruction qu'il faut faire. D'abord à notre niveau, pour qu'ensuite ce soit au niveau des hommes. Mais ça commence par nous. Il faut qu'on soit plus occupés, justement, à faire cette déconstruction, à se traiter comme il faut entre nous, quand on voit qu'une femme a le potentiel de faire des choses extraordinaires, la pousser, au lieu de chercher toujours la petite bête. Vous comprenez ? Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on voit une femme qui se lance, qui innove, et que aujourd'hui on est dans le monde des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez suivi une femme, par exemple, comme une Anta Babacar Ngom. Je vais prendre son exemple, qui a décidé de se présenter aux élections 2024, une des rares femmes, en tout cas, et la plus jeune, d'accord, qui a décidé de le faire. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous regardez la plupart des critiques qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ont à voir peut-être avec elle, son passé, etc., et que vous regardez un peu, faites l'exercice, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ces critiques. Il y a plus de femmes qui ont pris le temps de critiquer, de descendre, plutôt que de la pousser. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas de pousser une femme juste parce que c'est une femme, mais prendre le temps de voir au moins, est-ce que vous êtes en accord avec les idées qu'elle apporte? Et ne parler que de ça. Et si elle est en accord avec les idées qu'elle apporte, poussez-la. Et commencez à réfléchir de cette manière, que la victoire d'une est la victoire de toutes, en fait. Parce que plus on va pousser des femmes qu'on pense compétentes à ces instances de décision, plus il y aura de la place pour ces femmes-là. Parce que quand on pense qu'une femme est compétente et qu'on la pousse, ça veut dire que quand elle sera dans cette instance-là, elle va prouver. Et donc, ça va ouvrir la porte à d'autres femmes qui veulent y aller. Donc, encore une fois, ça commence par nous. Ça commence par nous. On doit être moins occupés à se, entre guillemets, crêper le chignon ou à être les premières à critiquer, à ne pas supporter l'ascension d'une femme, d'une fille, d'une petite sœur, etc. Si vous voyez, moi, je dis souvent à nos chères mamans, à nos chères tantes de nous encadrer, de nous pousser vers notre ascension et pas toujours c'est bien de recadrer, mais pas critiquer juste pour critiquer,
pas critiquer parce que peut-être la manière dont la jeune fille fait la chose n'est pas la même manière que ça se faisait à l'époque. Mais les époques sont pas pareilles. Les époques sont pas pareilles, il faut comprendre. Et juste pousser, en fait. Poussons-nous d'abord, nous, quand il y a les compétences, quand il y a le potentiel et tout, et comprendre, avoir cette mentalité que, OK, elle est en position aujourd'hui. Si elle gagne, ça peut être une victoire commune. Et on avance. La semaine dernière, on était tous contents. On était tous derrière les Lions du Sénégal quand ils étaient au Congo. On avait toute cette fibre, cette fibre patriotique. On voulait tous qu'ils gagnent ce match. Peu importe. Ça ne veut pas dire que tous les Sénégalais s'entendent. Mais quand il y a un but commun, on se met derrière ce but commun. Et ce but commun, c'était que nos 11 représentants gagnent ce match à Kinshasa. Et tous les Sénégalais étaient derrière eux. Rien que cette énergie-là, comment ça pousse, c'est extraordinaire. J'aimerais que nous, quand on parle de leadership féminin, on apporte ce même type d'énergie. OK, aujourd'hui, c'est elle l'ambassadrice à ce niveau-là. Elle a le potentiel, elle a les compétences. Mais mettons-nous toutes derrière elle et poussons-la. Pas seulement parce que c'est une femme, encore une fois, mais parce qu'elle a les compétences. Ça va ouvrir la porte tout simplement à d'autres ambassadrices. Demain, ce sera peut-être toi. Le fait que celle-là ait réussi dans ce domaine-là parce que tout le monde l'a poussé, ça ouvre la porte pour que toi, demain, tu réussisses dans ton domaine. Et là, que d'autres femmes aussi te poussent. C'est comme ça qu'on va y arriver, à mon avis. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez encore une fois souligné un des concepts clés, notamment parce qu'on parle aujourd'hui de femmes dans les instances de décision publique au Sénégal, on parle plutôt de parité. Essayons de mettre quelques femmes ici et là, comme ça on va pouvoir écrire sur les rapports de ONU-Femmes qu'au Sénégal, les femmes ceci, les femmes cela. Alors que dans le travail qui doit se faire, ces femmes-là, la majeure partie du temps, ne sont pas trop impliquées. Alors qu'au Sénégal, on a des ténors en matière de leadership. Si on prend l'exemple de Mme Aminata Touré, dont son expertise n'est plus à démontrer, que ce soit à l'international, que ce soit au Sénégal. Donc, il y a pas mal de têtes qui sont là et qui peuvent véritablement être dans les instances de décision publique et qui peuvent beaucoup nous apporter sur certaines thématiques qui nous touchent directement. Donc, il va falloir que peut-être dans les années à venir, qu'on s'affirme beaucoup plus. D'autant plus que vous avez donné ici l'exemple de Madame Anta Babacar Ngom, qui est une femme brillantissime, qui a effectué ses études aux États-Unis, qui est PDG d'une grande boîte au Sénégal, qui a un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs CFA par an. Donc, c'est une femme qui a les compétences, qui a le bagage, mais pourtant, il y a des femmes qui sont derrière leur écran à être sur TikTok tous les jours sans rien faire, qui la critiquent, comme vous l'avez dit. C'est un esprit de crabe qu'on a et qu'il faut que ça change. Je crois qu'il reste quelques minutes, donc peut-être qu'on va basculer dans l'autre call, on va se préparer, puisqu'il reste 9 minutes, donc peut-être qu'on va faire ça, comme ça on ne va pas risquer d'être coupé. Alors, on se retrouve dans l'autre lien. Ça marche, on se retrouve tout de suite. Ouais, tout de suite, à toutes. À tous.